Ah oui, Bonjour, bonjour, bonsoir, vous allez bien? Alors, Oui, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, Elie Sawadogo, responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval, initiative phare de la haute direction de l'université visant à contribuer concrètement et efficacement à faire reculer l'insécurité alimentaire sur la planète. Donc, à travers, bien sûr, la formation, la recherche des solutions innovantes, nous formons dans le cadre d'une maîtrise sur mesure les actrices et les acteurs de changement en sécurité alimentaire. Et puis, si certainement c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos CV, vos relevés de notes universitaires et une lettre de motivation qui met en avant votre intérêt pour la sécurité alimentaire. Alors, bienvenue à notre mini-conférence en sécurité alimentaire. C'est une plateforme qui met en lumière les initiatives, les stratégies, les solutions innovantes et les résultats intéressants des recherches permettant d'améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle locale, nationale ou internationale. Aujourd'hui, nous sommes à notre 14e midi-conférence et nous avons le bonheur d'accueillir Dominique et Sophie que je vais présenter de façon plus formelle dans quelques minutes. Mais on aura 3 moments donc aujourd'hui. Dans un premier temps, justement, elles vont faire une présentation de l'initiative Nice. Et puis, on aura dans un deuxième temps un temps d'échange, de questions-réponses, de contributions. Et puis, finalement, on aura un moment pour finalement retenir quels sont les messages à retenir, les messages clés. Avant de présenter formellement, certainement, plusieurs vont se connecter au fur et à mesure, mais j'ai noté que plus de 180 personnes ont confirmé leur participation aux conférences d'aujourd'hui. Et en termes de répartition géographique, c'est 23 pays. Je dirais que c'est vraiment un record. Et bien sûr, je me permets de citer les pays qui sont, où les personnes résident actuellement. Bien sûr, il y a le Canada, Québec, il y a l'Algérie, l'Allemagne, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les îles Comores, la Côte d'Ivoire, la France, la Guinée, Haïti, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Suisse, le Tchad, le Togo et la Tunisie. Alors, comme vous avez constaté, la conférence est enregistrée. Donc, pendant la présentation, il faut fermer vos micros, ne pas perturber, mais c'est sûr que pendant le temps d'interaction, vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour interagir. Mais dès à présent, pendant la présentation, vous pourrez laisser vos commentaires, vos questions dans le chat. Alors, je m'en vais maintenant présenter Dominique Barjol, qui est agroéconomiste. Elle est responsable de recherche et enseignante à l'Université de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale de Zurich en Suisse. Ses thèmes de recherche sont l'agriculture et l'alimentation au sein du concept de système alimentaire, où elle considère ce système alimentaire comme un système socio-écologique formé de facteurs écologiques et sociaux complexes, hétérogènes dans le temps et dans l'espace, avec des influences mutuelles non linéaires. La production, la distribution, la consommation, depuis la ferme à la fourchette, sont les unités productives du système alimentaire qui sont influencées par le marché, la politique, la société, l'environnement à différentes échelles. L'instabilité présente dans ce système socio-écologique est indispensable à l'émergence ainsi qu'à la diffusion des innovations. Engagé dans le projet Nutrition dans les écosystèmes urbains, un projet de la coopération suisse dans 3 pays et 6 villes secondaires, elle s'intéresse à comment améliorer la qualité de la diète par des productions agroécologiques localisées à kilomètre zéro, donc vraiment auprès des consommateurs. Et Sophie Vandenberg est une chercheuse en sciences sociales interdisciplinaires avec une formation en sciences et commerce de l'alimentation,
Elle est titulaire d'un bachelor en sciences sociales interdisciplinaires de l'Université d'Amsterdam et d'un master de 2 ans en Food Identity, donc master en produits locaux et alimentation traditionnelle de l'École supérieure d'agriculture d'Angers en France, donc est dispensée dans 4 institutions partenaires à travers l'Europe. Sophie travaille comme collaboratrice scientifique à l'Université de Lausanne, au Enterprise for Society Center. Ses principaux domaines d'intérêt sont l'agroécologie et la production alimentaire traditionnelle, les indications géographiques, l'interdisciplinarité, ainsi que la gestion des connaissances et le renforcement des capacités. Elle possède également une expérience pratique de terrain dans la production alimentaire et agricole. Merci Dominique, merci Sophie d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous donne la parole et puis bonne écoute à toutes et à tous. Je vais je vais projeter Merci. votre PowerPoint. Je vais juste, euh, je vais vous épingler. Pas être long. Déjà, un grand merci à Elisa Wadogo pour son invitation. On a eu le plaisir de se rencontrer grâce à Hervé Lévite qui est aussi là aujourd'hui autour des sujets des villes vertes et de réduire et d'atténuer les effets du changement climatique dans les espaces urbains. Et aussi le grand plaisir d'avoir pu réaliser une édition d'un climaton qui appelle l'entrepreneuriat des jeunes à se mobiliser autour de ces enjeux climatiques dans les villes. Et donc, voilà, c'était des thèmes qui nous occupent, disons, de manière régulière et intensive depuis qu'on a commencé ce projet avec Sophie il y a 5 ans. Ce projet qui s'appelle Nutrition dans les écosystèmes des villes. Heu, on a pris, la peine de faire un projet qui n'était pas uniquement théorique, mais qui est vraiment un projet aussi qui, se met en œuvre directement actuellement dans 6 villes, secondaires au Bangladesh, au Kenya, Rwanda et notre ambition est, comme le donneur qui est la coopération suisse, nous a renouvelé sa confiance pour 4 années supplémentaires et on a l'ambition de travailler aussi au Sénégal dans 2 ou 3 villes qu'on est en train d'identifier avec les partenaires techniques, sur place et de partager aussi les connaissances, dans le réseau plus francophone des villes, de la sous-région en Afrique de l'Ouest. Voilà un petit peu pour le cadre général, mais vraiment merci beaucoup Elie et merci à vous de prendre le temps, de venir, écouter nos expériences et partager les vôtres. Et je remercie aussi tout particulièrement ma collègue Sophie parce que j'avoue, on doit donc travailler au Sénégal, donc elle est maintenant à Lausanne et elle est dans le milieu francophone, mais bien sûr, elle n'est pas francophone, native, donc elle est très, paniquée à l'idée de parler en français pour sa première conférence publique. Mais moi, je connais Sophie qui connaît bien le français et qui peut aussi, bien parler français, mais voilà, il faut être indulgent, on va dire. Excellent. Heu, on a on a donc, un projet, sur la nutrition dans les villes, mais c'est vrai que dans ce projet, on a une composante particulière pour encourager aussi des initiatives individuelles, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et plus particulièrement aussi, les jeunes, ou les entreprises portées par des jeunes et des jeunes entreprises, heu, dans cette optique aussi, de neutralité carbone et de contribuer à l'adaptation et l'atténuation de l'effet, climatique dans les systèmes alimentaires urbains. Donc on peut passer la première. Oui.
Voilà. Donc, on a commencé ce projet en 2020. C'était en plein Covid. C'était pas la manière la plus simple de travailler, mais on avait quelques mots-clés. Le premier, c'était bien sûr de lutter, de trouver des interventions de terrain qui puissent, disons, atténuer la malnutrition ou améliorer la nutrition. Et on voyait que, à l'heure actuelle, un tiers de la population mondiale souffre de cette malnutrition, qui n'est pas forcément, de ne pas avoir assez à manger, mais qui est peut-être aussi d'avoir une diète qui n'est pas, saine, qui n'est pas équilibrée, avec un régime alimentaire donc sous-optimal. Et il faut quand même aussi retenir que 2 milliards de personnes, on est bientôt, 8 milliards je crois d'humains sur terre, mais c'est un quart qui n'a pas accès à une alimentation suffisante, sûre, donc avec une qualité sanitaire suffisante et nutritive, avec assez de nutriments et une diversité, nécessaire à la santé. Et une malnutrition qui a été, exacerbée et qui est plutôt en recrudescence, qui a été exacerbée par la pandémie, du Covid, mais aussi par d'autres chocs et d'autres, points faibles de notre système alimentaire qui sont liés au fait que beaucoup de pays sont dépendants d'autres pays pour assurer leur alimentation de base et l'Ukraine était, un gros fournisseur de céréales et cette guerre en Ukraine a provoquer des chocs dans beaucoup d'autres pays par ricochet. Donc malnutrition, c'est vraiment notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de répondre à ce besoin d'améliorer la nutrition par une approche qui conserve, l'œil et la vigilance sur la durabilité, c'est-à-dire, de réduire l'impact, des systèmes alimentaires sur, les ressources naturelles, notamment les gaz à effet de serre. On sait qu'au niveau mondial, dans les études des Nations unies, notamment de la FAO, c'était vraiment mis en évidence que le système alimentaire, l'agriculture et l'alimentation, la chaîne alimentaire, la logistique alimentaire, provoquent des émissions, de gaz à effet de serre de un tiers de toutes les émissions. Donc c'est important que ce système contribue à réduire les émissions, arriver à émissions nettes zéro. Une surexploitation des ressources naturelles, surtout le sol qui est, par endroits, surexploité et qui donc, s'appauvrit. La pollution, notamment la pollution des eaux avec, beaucoup de produits dont l'effet de rémanence est beaucoup trop élevé et qui attaquent la biodiversité, des nappes phréatiques, à la fois de surface, mais aussi, les ressources en eau profonde. La perte de biodiversité, parce qu'on a simplifié, on a extrêmement simplifié l'utilisation de l'espace, quand on met en culture de manière intensive et la biodiversité a beaucoup réduit, en tout cas en Europe et dans les zones très cultivées, d'Amérique, du Nord. Et finalement aussi la simplification de nos chaînes de transformation et de distribution alimentaire qui font que 12 espèces végétales, 5 espèces animales fournissent maintenant 75 75 de l'alimentation humaine au niveau mondial. Donc cette durabilité, c'était aussi, un objectif d'arriver à attaquer ce problème de la nutrition avec des solutions ancrées dans la durabilité. Et l'urbanisation joue un rôle important dans à la fois, cette malnutrition, mais à la fois, cette durabilité. Hem et on a choisi, et l'urbanisation ne fait qu'augmenter et le problème de devoir acheminer plus de nourriture dans les villes fait que le système alimentaire se simplifie, et que les diètes, sont de moins en moins équilibrées. Mais on a choisi de travailler que dans les villes secondaires, plutôt que dans les mégapoles, parce que beaucoup des projets, qui étaient déjà en cours et qui sont portés par différents acteurs, mais entre autres,
des institutions comme ICLEI, GAIN et le Pacte de Milan, la FAO, ont travaillé plutôt sur les capitales, sur les grandes villes, vraiment les mégapoles. Et donc, on a pris cet angle des petites villes, enfin des villes secondaires, ce n'est pas des toutes petites villes. Les femmes et les jeunes sont aussi nos leviers principaux dans ce projet. C'est reconnu que les femmes contribuent à la production, mais aussi elles contribuent à équilibrer la diète par le choix qu'elles font chaque jour des aliments qu'elles vont cuisiner. Et du coup, c'est vraiment des personnes clés pour le projet. Elles assurent cette qualité de la diète et elles contribuent fortement à équilibrer, la santé par l'alimentation. Et les jeunes qui sont la clé de la transformation des systèmes agroalimentaires puisqu'ils vont s'intéresser à créer les entreprises, de demain. Donc notre but, c'est améliorer la santé par la nutrition, donc améliorer la santé et la nutrition en milieu urbain, en fournissant des aliments locaux, sûrs et sains, en renforçant la participation des femmes et des jeunes dans le système alimentaire. Alors, on a fait, une, 1re phase d'identification des problèmes et qu'est-ce qu'on devait faire en priorité et on a vu qu'au niveau local, dans ces 6 villes que je vais vous dire après, on avait des problèmes et des ruptures de disponibilité des aliments, en particulier les aliments frais et en particulier, des aliments frais et sains. Donc il y a un problème encore, assez important dans beaucoup de lieux d'approvisionnement, donc sur les marchés par exemple, d'hygiène, au niveau des aliments. Heu, Aussi, un problème important, c'est que l'incitation pour les agriculteurs qui sont autour des villes, dans le maillage périurbain, ils sont, plutôt incités à produire des cultures commerciales, et pas forcément, de produire des aliments frais pour leur propre famille et il y a une substitution. En fait, ils vont produire du café, par exemple. On a vu, surtout aussi au Rwanda, il y avait une production de café, où ils vont se spécialiser sur une production voilà, de légumes, mais ils vont les exporter même en dehors de la ville secondaire, plutôt pour aller alimenter la capitale ou les grandes villes. Enfin, là où le prix est le meilleur et au détriment toujours des circuits courts et d'autant plus s'il y a des cultures de rente comme le café, le cacao, l'huile de palme aux alentours de la ville secondaire. Là, l'effet est encore plus fort que, les marchés urbains sont mal approvisionnés par la production locale parce qu'il y a vraiment un effet, d'aspiration, heu, de ces cultures, de rente et finalement, la propre famille aussi. On a fait les enquêtes chez les paysans dans les ceintures périurbaines qui se destinaient, à des cultures de rente. La population paysanne est majoritaire et souffre, beaucoup, de carences alimentaires, voire, et de malnutrition, aiguë avec des problèmes de pas assez, de nourriture. Et d'autre part, il y a un manque de connaissances, sur ce que c'est l'alimentation équilibrée et saine et donc ça ne faisait pas de souci aux femmes, par exemple, d'acheter, des aliments toujours les mêmes et sans aucune variété au marché, heu, en pensant que ça suffisait pour bien alimenter, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, on a, ce cas au Bangladesh, on trouve beaucoup d'aliments frits, malsains dans les magasins, sur les marchés, un manque de disponibilité, de diversité et d'accessibilité des légumes. Il y a aussi le problème, d'accès, voilà, pas les légumes ne parviennent pas jusqu'aux clients, jusqu'aux consommateurs et au Rwanda, on a aussi fait toutes ces enquêtes de comment on s'alimente. Ils ont mentionné souvent une sous-consommation d'œufs et de poissons en raison de coûts élevés, mais aussi du manque de connaissances sur l'importance de la consommation de protéines, en particulier pour les poulets, pour les enfants et les femmes enceintes. Et donc on a fait un programme aussi d'incitation, renforcé par l'effort du gouvernement pour, produire, plus d'œufs
et de poissons au niveau local. Renforcer certaines filières bien ciblées, ça a été aussi une des manières d'agir. La suivante. Donc voilà, on a agi avec les autorités municipales, mais aussi avec le secteur privé, la société civile, pour améliorer la gouvernance du système alimentaire. Donc on a cherché à créer une plateforme dans chaque ville pour collaborer entre les secteurs et faire travailler ensemble, ce qu'on appelle au niveau de la gouvernance, cette plateforme multi-acteurs pour que les interventions qui visent à améliorer la nutrition atteignent les groupes de population les plus vulnérables de manière concertée entre la santé et l'agriculture. Il faut dire que l'agriculture, souvent, c'est une compétence nationale, c'est des enjeux vraiment stratégiques au niveau du pays, notamment pour développer la productivité agricole, mais aussi les cultures de rente. Et donc, les villes sont un petit peu absentes de ce débat, mais bien souvent, au niveau du district, il y a des relais de la politique agricole qui sont là, qui sont en place et qui sont tout à fait intéressés à venir dans ces plateformes multi-acteurs, surtout se mettre en lien avec la santé et les gens des programmes d'urgence pour améliorer l'efficacité de ce que produit la ville pour sécuriser l'alimentation. Les populations des régions urbaines demandent et accèdent à un régime alimentaire sain, composé d'aliments nutritifs produits selon des pratiques agroécologiques. C'est un travail qu'on a fait de concert, surtout avec les milieux de la santé, dans deux espaces, disons, bien particuliers, c'est les écoles et les espaces d'accueil des femmes qui sont enceintes ou qui ont des jeunes enfants et qui nourrissent leurs enfants heu, naturellement, disons, qui allaitent. Un troisième axe, c'était d'augmenter la production alimentaire dans le bassin de la ville, tout au long de la chaîne de valeur, donc aussi en incluant la transformation, le stockage et la distribution, en encourageant l'esprit d'entreprise des femmes et des jeunes et Sophie va vous donner quelques exemples. En augmentant l'offre des denrées alimentaires produites localement sur les marchés de la ville et surtout produites aussi en respectant les pratiques agroécologiques ou les principes de l'agroécologie, pour la pratique agricole. La prochaine. Voilà où on a mis le projet en œuvre. Donc on a fait, 2 villes au Bangladesh, 2 villes au Kenya, Bungoma et Busia et 2 villes au Rwanda, Rubavu et Rusizi. Donc, on n'était pas du tout dans l'Afrique de l'Ouest et c'est pour ça qu'on a le Sénégal qui va être un pays associé dans cette deuxième phase. À partir de 2026, on va essayer d'avoir ces 2 voire 3 villes au Sénégal, et de passer aussi beaucoup de connaissances, en langue française parce que pour l'instant, évidemment, entre Bangladesh, Rwanda, Kenya, comme le Rwanda est passé à la langue anglaise, on n'avait pas de documentation en français, mais on va produire aussi les documents de ce projet, et les outils de mise en œuvre du projet en français. La suivante. Donc voilà un petit peu la situation. Bon, c'est un petit peu toujours, la même chose dans ces villes secondaires. La proportion d'habitants, bon, vous voyez déjà la taille des villes, entre 110 000 et 800 000 habitants. C'est pas des très grandes villes, des périmètres urbains qui sont pas très grands non plus, mais où une grande partie de la population a accès à, la terre sur des petits espaces qui sont cultivés, comme je disais, ça dépend des pays, mais par exemple, au Rwanda, ils étaient quand même très occupés par le café, même dans les espaces périurbains et donc nous, on essaye de faire un peu de place au sein des parcelles de café pour les plantes, vivrières et y compris pour approvisionner les marchés locaux. Comme vous pouvez voir aussi, la taille de ces parcelles, sont très petites. C'est plutôt du maraîchage urbain
Et voilà. Mais on voit aussi que les problèmes, de la faim, par exemple, dans les enfants de moins de 5 ans, ils sont très élevés. Ils étaient surtout particulièrement, aigus au Rwanda, mais la situation s'est améliorée. Là, on est en train d'avoir les résultats d'une deuxième enquête. On voit qu'au Rwanda, cet indicateur s'est bien amélioré. Et on n'a pas que des problèmes d'accès à la nourriture pour les enfants en bas âge, on a aussi des problèmes de désorganisation, de la diète qui produit aussi une prévalence, élevée des personnes en surpoids et une diète qui n'est pas forcément, très diverse. La suivante? Alors on a un petit peu fait cette analyse, fondée sur le système alimentaire et ça a été un gros travail dans les années 2021-2022, même 2023, dans les 2 premières années du projet, de faire en sorte que les acteurs locaux qui étaient, dans cette plateforme, dans ces rencontres régulières, entre agriculture, santé, mais avec des acteurs qui venaient à la fois du secteur public, des ONG, des structures d'appui, technique et des gens de la santé, de leur faire se rendre compte un petit peu de comment le système alimentaire est très interdépendant entre les différents secteurs, mais aussi entre les différentes dimensions, avec des dimensions environnementales, des dimensions territoriales, mais aussi des besoins en infrastructure, un certain niveau de technologie. Le rôle clé de la politique et de la gouvernance pour arriver à améliorer la situation et l'environnement de la consommation avec ses moteurs plus démographiques et socio-économiques. Et que finalement, toute la chaîne alimentaire était concernée, de la production, à la consommation, mais que les moteurs étaient, vraiment, très diversifiés et très complexes et qu'il fallait, s'en prendre à beaucoup de dimensions à la fois pour avoir un effet et un impact. Donc l'impact, on a surtout eu des impacts au niveau de la sécurité alimentaire, nutrition et santé. Et puis, les impacts environnementaux, on ne les a pas vraiment mesurés, par exemple, mais on a vu une progression de l'adoption de techniques agroécologiques. Ça, c'était quand même aussi, quelque chose qu'on peut mesurer. Je dirais que sur les impacts socio-économiques, mais on pourra en reparler dans la discussion, c'est là qu'on s'attaque maintenant dans la deuxième phase à mesurer finalement, si on peut produire de manière agroécologique tout en restant abordable au niveau des prix et est-ce que dans les conditions des villes dans lesquelles on travaille, ça revient plus cher ou moins cher d'adopter des processus, plus agroécologiques? Donc par exemple, le compost en substitution des engrais de synthèse. Ça peut paraître, peut-être pas très intuitif, mais par moments, c'est moins cher de faire le compost plutôt que de devoir acheter des engrais quand le prix des engrais augmente beaucoup, par exemple. Et finalement, les résultats aussi sur les rendements peuvent être vraiment bons. On a fait la preuve là au Rwanda. Et c'est en faisant la preuve et en invitant les paysans à regarder ce qui se passe que finalement, ils vont se mettre à croire et à essayer aussi eux-mêmes et à faire un petit peu le passage. Alors la suivante. Voilà, donc on a ces 4 axes de travail. Le premier, c'est la gouvernance et la politique, comme j'ai dit, avec les autorités, municipales, le secteur privé, la société civile. L'approvisionnement avec ces agriculteurs et producteurs, tout au long de la chaîne de valeur. On essaye d'augmenter l'offre d'aliments nutritifs produits localement. On a dans chaque pays fait des sélections. C'est la plateforme qui a fait la sélection de 4 à 5 filières qu'on voulait vraiment voir émerger et s'installer. Par exemple, le poisson d'élevage, par exemple, l'élevage des poulets, mais ça a été aussi les légumes feuilles, par exemple, aussi au Kenya, voilà, il y avait vraiment un choix, et c'était quelque chose qui a été discuté pendant plusieurs mois. Et les pratiques agroécologiques, ben, on les a aussi, sélectionnées en fonction on n'a pas pris, toute la palette de toutes les pratiques agroécologiques et c'est pas les mêmes selon les villes. Et ensuite, on s'est beaucoup attardé à faire accès à faciliter l'accès aux produits, donc aménager des marchés
et encourager l'esprit d'entreprise. Sophie donnera des exemples. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la demande et faire en sorte que les populations puissent être informées. Donc, on a fait des campagnes radio et télé et on a mis à disposition un certain nombre d'animations où les femmes étaient invitées, en particulier les femmes. Et aussi, on a actionné le levier de l'alimentation dans les cantines, donc tout ce qui est, heu, le school feeding programme, les programmes d'alimentation des écoles. Et enfin, avec Sophie, on s'intéresse aussi à faciliter l'apprentissage entre les villes, donc faire des échanges d'expériences entre les villes, des visites entre les villes et on a aussi invité les participants à venir en Suisse. Et on a participé à un certain nombre d'événements internationaux sur le thème de cette nutrition dans les villes secondaires et de comment améliorer l'accès, les circuits courts entre la production périurbaine et la demande locale. La suite. Voilà. Donc, comment on s'y prend au niveau gouvernance et politique? C'est, je pense, là où on a eu les résultats très bons, mais très lents. C'est-à-dire, c'est plus difficile d'agir pour faire une plateforme multi-acteurs efficace, qui peut prendre des décisions et qui rentre en contact qui peut influencer les réseaux aussi au niveau nationaux, par exemple, niveaux nationaux, qui sont un peu plus éloignés de la ville secondaire. La vision, c'est de fournir au système alimentaire une perspective, large, globale, en réunissant des personnes issues de différents secteurs, mais qui ne sont pas forcément rémunérées pour venir, ou au début, ils peuvent être rémunérés, mais après, on espère qu'ils soient motivés sans être rémunérés et c'est difficile parce ils comprennent pas très bien quel est l'avantage de venir parler avec des gens avec lesquels ils travaillent jamais et qu'est-ce que ça va changer finalement? Et ils ont peur aussi souvent que ça change des choses pour eux et donc c'est difficile de faire prendre disons que les gens prennent à cœur de s'impliquer dans ces lieux, d'échange et de discussion entre la santé, l'agriculture et la production alimentaire. Parfois, les contrôles aussi sanitaires des aliments. Voilà, c'est pas instinctif, c'est nouveau et la connaissance de qu'est-ce que ça peut amener, c'est pas quelque chose qui se transmet facilement. Donc on fait beaucoup d'échanges entre les villes et on va dans des villes qui ont déjà mis en place une plateforme qui fonctionne et là, ça peut vraiment servir d'exemple et on a eu la chance, par exemple, au Kenya, que Busia et Bungoma n'étaient pas loin de la ville de Kisumu, qui avait 3 ou 4 ans d'avance et qui avait déjà une plateforme qui fonctionne et ça a eu un effet d'entraînement très grand. D'autant plus qu'on avait organisé la première rencontre de tous les partenaires du projet justement à Busia et on avait invité les gens de Kisumu et là, je crois que ça a vraiment fait aussi une prise de conscience et un déclic. Donc on fait des forums pour l'apprentissage et on se sert des voies locales pour une plus grande inclusion et équité dans le système alimentaire. On insiste aussi sur le fait que, si on produit localement et qu'on rend les choses accessibles, on doit rester dans des prix raisonnables et que, le système doit, servir aussi les personnes les plus vulnérables. Avec cette question de: «Est-ce qu'on peut produire agroécologique à bon marché?» et c'est ce sur quoi on commence à travailler là depuis quelques mois déjà. Alors, en pratique, on a mis beaucoup de temps, mais je crois qu'au bout de 4 ans, on peut dire qu'on a une plateforme active et efficace, donc qui prend des décisions, qui peut avoir une certaine influence, par exemple, dans le plan alimentaire au niveau du pays qui peut vraiment se positionner dans les civils. Donc on est, relativement, content. Ce qui était le plus difficile, c'était l'instabilité politique parce que, bon, vous n'êtes pas forcément au courant, mais au Bangladesh, le gouvernement est tombé en quelques mois et pendant plusieurs mois, on n'avait pas de gouvernement national parce que ou peu et les gouvernements locaux, sont très articulés avec l'administration. Du coup, on n'avait plus vraiment de répondants dans les administrations. On a eu quand même je dirais 12 mois de calme plat, mais on a vu maintenant que ça pouvait redémarrer et qu'ils avaient pas fait, tout le travail de préparation pour rien et que la plateforme, pouvait retravailler dans les bonnes conditions.
On a donc fait une sélection participative des chaînes de valeur et on a donné des moyens à ces plateformes en leur donnant un peu d'argent pour allouer des petites subventions pour encourager les initiatives locales agroécologiques qui sont menées par les jeunes et les femmes. Et c'est autour de ce thème qu'on va continuer aujourd'hui. Voilà. Donc, on a pris comment dire, cette distribution de la chaîne entre qu'est-ce qu'on pouvait faire nous et la consommation, comment la relier avec les marchés locaux et les agriculteurs. Et on a beaucoup actionné ce qu'on a appelé des pôles agricoles, mais ce que j'appellerais plutôt des agriculteurs relais. C'est-à-dire qu'on a été dans la périphérie des villes à la recherche d'agriculteurs qui avaient un profil entrepreneurial, qui avaient envie de se positionner. On leur donnait des moyens pour qu'ils puissent devenir des relais d'expérimentation des pratiques agroécologiques. En Afrique de l'Est, je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, mais on a aussi des centres de compétences qu'on appelle les plantes docteurs. Donc, les docteurs des plantes, c'est du conseil vraiment sur l'application des produits, que ce soit les pesticides ou les fertilisants, ou bien même les fertilisants organiques. Et voilà, on a mis en place des expérimentations. On s'est entouré de ces compétences qui étaient déjà présentes avec les docteurs des plantes. Et on a organisé des expérimentations, mais aussi euh, des formations, ou en tout cas des visites régulières. Et on a eu un impact avec énormément de, de paysans. Donc, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il y avait plusieurs dizaines de ces agriculteurs relais qui se sont installés dans les 6 villes et plusieurs centaines de paysans et même plusieurs milliers de paysans qui ont été formés tout au long de ces 4 années et qui ont pu bénéficier de ces installations autour des villes et qui se sont bien structurés et qui deviennent des points de rencontre et qui sont devenus avec le temps des points d'agrégation des produits qui étaient produits par les fermes autour après avoir reçu les formations et sur les chaînes de valeur qu'on a repérées principalement. C'est devenu des points d'agrégation pour après repartir dans les marchés au centre des villes. Voilà un petit peu, on a travaillé beaucoup sur cette logistique et sur ces marchés locaux, donc l'agrégation, la post-récolte et la distribution. Alors, la suivante. Donc là, ça, c'est l'exemple du Bangladesh et des programmes de petites subventions au Bangladesh. Donc, le flux d'intervention, c'est-à-dire que l'agroécologie urbaine allait favoriser les systèmes alimentaires locaux en renforçant les réseaux intermédiaires. Donc, ils ont vraiment thématisé ce rôle de la logistique et des réseaux d'intermédiaires qui reliaient les villes et le périurbain, donc les zones rurales. Et, finalement, s'attaquer à ce besoin de marchés plus dans la ville que des marchés éloignés. Il y a eu une cartographie de la vulnérabilité pour identifier des zones où les gens ont un accès limité à des aliments sûrs et nutritifs produits localement, une évaluation des besoins, de la demande des consommateurs par rapport à ce à quoi ils avaient vraiment accès. Et ensuite, on a évalué les besoins des vendeuses en matière de sécurité alimentaire, hygiène et accès au marché et on les a équipées. On les a équipées au Bangladesh avec des petits vans qui ont été vraiment conçus pour le projet et qui sont aussi, disons, bien repérables avec des couleurs et et comment dire, le logo du projet, etc. Donc on a vraiment travaillé avec les autorités, locales pour mettre en place, l'infrastructure d'un marché plus formel, rénover aussi, 3 marchés, ce qui fait qu'on a pu positionner, dans ces villes 54 magasins de légumes et soutenir 51 camionnettes mobiles de légumes, dont 19 étaient couvertes grâce au système des petites, subventions qu'on a données à des jeunes, surtout des femmes aussi, qui qui se profilaient pour prendre en main ce nouveau business, enfin cette nouvelle activité beaucoup plus commerçante.
Ensuite, à proximité des écoles, on a aussi pu équiper 37 chariots de cuisine de rue et des cantines mobiles qui ont été apportés aux écoles. Et on a formé les vendeuses à la nutrition, à la sécurité alimentaire dans le sens une alimentation saine, donc vraiment la propreté et l'hygiène, et à l'esprit d'entreprise pour renforcer leurs capacités. Et on a fait cette politique alimentaire locale pour améliorer l'accès des vendeuses au marché urbain. Et aussi ce qu'on a fait depuis quelques mois, c'est qu'on les a on est en train de les équiper avec une petite comptabilité, une petite app de comptabilité qui leur permet de comptabiliser ce qu'ils gagnent et ce qu'ils peuvent perdre aussi. Enfin voilà, comment ça se gère au niveau financier. La suivante. Alors ça, c'est les fourgons couverts pour le transport des légumes. Mais je ne vais pas répéter, je pense que, voilà, on peut passer. Je vais passer la parole à Sophie. On peut passer à la suivante. Voilà. Je ça va Sophie? Oui, ça va, merci. Je vais continuer maintenant. Merci Ellie pour l'introduction et aussi merci Dominique pour l'introduction de notre projet NICE. Moi, je vais parler un peu sur le programme des petites subventions de NICE. Dominique a déjà dit que des fourgons, on veut ici des fourgons couverts, c'est partie des programmes de petites subventions. Et à gauche, on voit des fourgons couverts. Ça protège pour les légumes contre la pluie, le soleil, mais aussi la poussière des grandes routes, par exemple. Et à droite, on voit qui servent pour la vente directe des légumes sains et nutritifs. Et ensemble, ils assurent un meilleur accès à des légumes pour les familles urbaines. La suivante. Comme déjà mentionné, le projet NICE est aussi concentré sur l'amélioration des magasins de légumes. Et quelques magasins ont été sélectionnés selon leur emplacement et l'engagement des vendeurs. Et grâce à des subventions, nous avons pu améliorer l'infrastructure, ajouter, ajouter aussi des étagères, créer l'hygiène. Et quelques vendeurs ont reçu aussi une certification. On sent les clients aux légumes, des légumes sains et nutritifs. Et ces rénovations ont aussi permis d'améliorer les conditions hygiéniques en fait sur le marché. Les espaces sont maintenant un peu plus propres, mieux ventilés, plus agréables en fait. La suivante. Donc ici, on voit quelques photos de ce marché. C'est plus organisé, plus d'hygiène, beaucoup plus d'hygiène. Voilà, la suivante. Donc ici, nous voulons aller un peu plus loin sur la vulnérabilité. C'est quoi dans notre projet? Comment définir la vulnérabilité? Et dans le contexte du projet NICE, c'est important de bien comprendre la vulnérabilité. Et c'est aussi quelque chose, c'est pas du tout fixe. La vulnérabilité, c'est un concept
qui correspond à le contexte et c'est pour ça que c'est très dynamique. Et dans notre projet NICE, les populations vulnérables sont les habitants des quartiers informels, euh, en particulier des femmes avec des jeunes enfants. Hop, voilà. Les groupes ethniques ou minoritaires, les femmes enceintes et allaitantes. Le deuxième groupe des populations vulnérables dans le projet de NICE au Bangladesh, c'est la classe moyenne inférieure urbaine avec un faible pouvoir d'achat, souvent ignoré par les initiatives gouvernementales et le développement. Et le troisième groupe, c'est des petits producteurs, les jeunes et les femmes, qui vivent à des zones périurbaines. Voilà, donc ça, ça sont des trois groupes des populations vulnérabilité en Nice. Donc, maintenant, je voudrais expliquer un petit peu la stratégie qui se trouve derrière cette définition. Donc, d'abord, nous travaillons à travers des plateformes intersectorielles. Dominique a déjà dit quelque chose sur ça. Et ces plateformes, ce sont vraiment une représentation de la société civile. Cela veut dire que nous réunions les autorités locales, les associations, les femmes et les jeunes pour vraiment discuter ensemble et prendre des décisions communes. Et ce type de plateforme permet aussi d'atteindre les groupes vulnérables et de leur donner une foi aussi dans les processus de décision. Ensuite, ce modèle aide le producteur à mieux s'organiser, avoir des revenus plus stables et à proposer des aliments plus sains. Et avec ces modèles, nous voulons surtout soutenir les agricultures vulnérables en leur offrant une plateforme où ils peuvent recevoir des services, mais aussi des intrants pour améliorer leurs pratiques agricoles. Et comme troisième point, nous allons renforcer certaines activités aussi avec les institutions de la santé et de l'éducation locale. La suivante. Donc ici, sur les photos, on voit des femmes de la communauté. Elles ont aidé à identifier des zones où beaucoup de populations. Cette cartographie permet d'identifier cette zone. Et grâce à cette approche participative, la cartographie devient une base solide pour planifier nos actions. La prochaine, s'il vous plaît. Je crois qu'on a un petit souci avec la connexion de Sophie. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Allô? Oui. Je suis encore là? OK. Ouais.
Ensuite, nous travaillons aussi avec les autorités locales pour développer ces plans. Donc, nous organisons des réunions de planification participative au niveau municipal et ces rencontres permettent de définir ensemble les priorités et les actions et aussi des interventions de NICE. À la prochaine. Voilà. Donc, une autre stratégie de NICE pour atteindre les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, et l'organisation de, on dit, roadshows. Nous avons mené des roadshows pour identifier des femmes et des femmes et des jeunes entrepreneurs intéressés à devenir un entrepreneur, un agriculteur relais. Et les femmes et les jeunes sont identifiés et après, ils sont accompagnés pour développer leurs compétences et faire grandir leur activité. La suivante. On a fait la même chose au Kenya, le programme de petites subventions. Dans Bungoma et Busia, ce sont les deux villes où on travaille. Et en 2022, 5 subventions ont été attribuées et 13 en 2023. Et ces aides font à des groupes de femmes et des jeunes qui travaillent dans les chaînes de valeur, qui sont des chaînes de valeur nutritives. Et à Bungoma et Busia, ce sont des chaînes, des chaînes nutritives. On a aussi les légumes feuilles africains, African leafy vegetables en anglais, et la volaille, le poisson et les arachides. Et le projet finance des semences, du matériel et des équipements d'une valeur de plus ou moins 1 000 dollars par subvention. Et les bénéficiaires sont choisis par la plateforme multisectorielle. Donc, ici, on a un exemple de Lenson Mumo, fondateur du Neon Hen Farmers Hub. Il a une agriculture relais et il a commencé en 2018 avec très peu de posants, avec 50%. Et grâce à Project NICE, il a reçu une deuxième petite subvention et il pourrait agrandir son activité. Et ici, c'est intéressant parce qu'il est très actif sur TikTok, c'est une plateforme pour les jeunes, et il forme ici, il sensibilise les jeunes à l'élevage, comment faire de l'élevage durable. Voilà. Donc, la suivante. OK. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Ici, on a deux codes QR. À gauche, tu peux scanner cette code pour accéder le site web de NICE. Et à droite, c'est une brochure on a créée sur les petites subventions
du projet NICE au Kenya. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Bravo, Sophie. Merci beaucoup, Dominique. Merci pour cette belle présentation, initiative fort intéressante. Donc, c'est ça, rapidement, des questions, des réactions à main levée. Je sais qu'il y a des réactions dans le chat. Je ne sais pas si c'est des questions. Est-ce qu'on pourra avoir accès à l'enregistrement? Oui. Et à la présentation, oui. Je vois une main levée. Madina, tu peux aller? Je crois qu'il faut déclencher le micro. Oui, pour, le micro n'est pas... oui, Bonsoir tout le monde. oui. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai des questions, mais je ne sais pas, j'ai le droit de poser combien de questions parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. On y va avec deux questions pour commencer. Max 2. On y va. OK. La première des choses, Madame Dominique a parlé des causes de la malnutrition. Et parmi ces causes, j'aimerais savoir c'est lequel qui est plus prononcé. Voilà, c'est lequel qui est plus prononcé. Et la deuxième question, au niveau des pratiques agroécologiques, est bien vrai qu'elle dit qu'elle n'a pas énuméré les pratiques agroécologiques, mais quelles sont les pratiques agroécologiques vraiment qui ont un fort impact sur la malnutrition? Voilà. Maintenant, est-ce que On va, ce fort on va s'arrêter impact comme est... ça, comme ça. Oui. OK, Madina, on va aller avec les deux. Je vous OK. laisse aller, Dominique, oui. Alors, sur les causes de la malnutrition, en tout cas que moi, j'ai découvert dans ces villes, aussi, on avait les étudiants là, qui ont fait pas mal de petites études de cas. Et ce qui m'a frappée, c'était vraiment cette substitution de ce qu'on peut produire pour soi, qui est vraiment remplacé par ce qu'on va produire pour vendre, pour avoir du cash, pour faire des économies. Et du coup, on va acheter 2 ou 3 produits de base. Souvent, ça dépend de l'endroit où on est. Au Bangladesh, ça va être souvent du riz. Peut-être là où on a étudié au Rwanda, c'était plutôt selon les endroits, ça peut être aussi du maïs ou voilà, d'autres matières premières. Mais par rapport à ce qu'on pourrait produire soi-même, euh, dans ces zones périurbaines où les paysans ont des petites parcelles, bah, voilà, c'est substituer ce que je vais pouvoir produire pour moi de manière, diversifiée et vraiment en gardant les protéines, en gardant les nutriments, parce que tout est frais et donc il y a pas, de perte de valeur nutritive. Bah, non, on va produire quelque chose qu'on va vendre pour gagner un peu d'argent et voilà. Et donc en fait, le problème, c'est un cercle vicieux de la pauvreté. C'est de dire que, heu en mobilisant, aussi un petit peu, le potentiel que représentent ces petites surfaces, en mobilisant mieux le potentiel des petites surfaces, le but qu'on avait nous, c'était de dire: «Vous pouvez continuer à faire du café, mais vous pouvez aussi mettre des poulets, vous pouvez aussi, produire de la nourriture entre les plants de café». Voilà, c'était vraiment d'aller en essayant d'intensifier le maraîchage, en fait, urbain. Et là, les pratiques de l'agroécologie peuvent vraiment rendre beaucoup de services. Sur les pratiques de l'agroécologie, peut-être Sophie peut ressortir. Nous, on a travaillé à partir d'une liste qui a été faite en Suisse par une association qui s'appelle Suissed il y a quelques années, qui avait vraiment identifié 17 pratiques, mais ça, on peut vraiment vous les partager. Peut-être Sophie arrive à les ressortir là. Et ces 17 pratiques, on peut pas les transférer, on peut pas déjà, on avait bien identifié dans notre première enquête que certaines pratiques étaient déjà connues, pas très bien dispersées, pas très bien adoptées par tout le monde, mais elles étaient déjà connues à certains endroits dans les villes, par certaines personnes. Et en s'appuyant sur ces connaissances et sur cette expérience, on pouvait vraiment déceler quelles étaient les pratiques qui étaient les plus faciles dans un contexte donné. Voilà, parce que selon les cas, le problème, c'est plutôt l'eau, le problème, c'est plutôt le sol,
Le problème, ça va être peut-être les semences. Ça va être les semences aussi indigènes, c'est-à-dire des plantes vraiment locales. Et là, sur les légumes-feuilles, par exemple, au Kenya, il y avait un problème de disponibilité des semences. Donc, on s'est appuyé sur un programme de la FAO qui avait eu lieu 10 ans avant dans une autre ville. Et on a vu comment reconstituer en fait tout le potentiel de produire la semence locale pour les légumes-feuilles traditionnels et ce qui a apporté des solutions nutritives à faible coût parce que les légumes-feuilles ne sont pas sensibles aux maladies, par exemple. Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de... Ils poussent comme de la mauvaise herbe, on va dire, mais ils ont une haute valeur nutritive en oligo-éléments. Et du coup, pour les programmes d'alimentation dans les écoles, c'était vraiment très apprécié. Mais on s'est appuyé aussi sur des expériences proches, de villes proches qui avaient aussi déjà fait les progrès quelques années auparavant. Excellent. Donc, il faut Merci Dominique. regarder un Là, petit peu aussi dans le contexte. Mais peut-être Sophie va pouvoir faire passer le lien OK, d'accord. sur Euh, les pratiques qu'on avait identifiées. mais là, j'ai plusieurs mains levées. Je vais vous demander juste une intervention, ça veut dire une question ou si c'est un commentaire vraiment très bref, s'il vous plaît. Christin, après Fatima, après Carlo, après Hélène, je vois aussi Geneviève. Donc, allez-y, Christin. Merci beaucoup, professeur Savadogo. Merci beaucoup, Dominique et Sophie. C'est vraiment juste une petite question parce qu'on a une petite expérience ainsi avec MRIF dans des petits financements. C'est le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans des appuis avec un partenaire ici à Québec, Amitié Haïti-Lévis, c'est exactement la même chose. Et qu'on fasse là-bas en Haïti, dans la dynamique Jardin-la-Cour, périurbaine, mais c'était plus dans le sud-est. Maintenant, juste une question, parce qu'on avait un petit financement et on a pu voir ce que ça a donné comme résultat. C'était 10 000 piastres canadiens, c'est environ 7 à 8 000 dollars américains. Et puis, tout ce que ça a donné sur 129 mètres carrés, 2 fois 129 par petit ménage. Et puis, c'était 50 femmes. On avait des pots un tout petit peu dans des endroits. Et je me demande par rapport à l'approche système alimentaire, le tableau dont tu as présenté, Dominique, dans le slide 7, des différentes relations, un tout petit peu, si est-ce que peut-être c'est quelque chose que tu trouves très intéressant comme cadre conceptuel et est-ce que c'est quelque chose, parfois, on pourrait l'approprier et voir discussion dans des communautés avec des communautés? Merci pour le partage. C'est vraiment avec des petits financements, on voit ce qu'on a fait en maraîchère et en volaille avec Amitié Haïti-Lévis et MRIF et au niveau d'une communauté. Merci. Excellent, merci Christin. Merci beaucoup pour ce témoignage parce que ça rejoint vraiment aussi l'expérience qu'on a faite au niveau de ces petites subventions, que 1 000 $ c'est beaucoup d'argent pour, au niveau local pour démarrer quelque chose. Après, on peut donner une deuxième tranche pour faire passer à l'échelle encore plus grande d'une première expérience. Mais oui, avec des petits montants, on peut, avec une démarche de maraîchage intensif dans les zones périurbaines et urbaines, on peut avoir des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et il faut attirer l'attention du gouvernement et des bailleurs sur ces programmes. Après, il faut structurer ces programmes et c'est ça, c'est pas forcément l'intervention en elle-même qui est coûteuse, mais c'est d'attirer l'attention qui est coûteux et du coup, c'est pour ça que nous, une grande partie de l'argent n'était pas dépensée pour les petites subventions. C'est dommage parce qu'en fait, on devrait prendre presque non, non, 90 de l'argent et le donner aux petites subventions. On aurait un impact bien meilleur et beaucoup plus rapide. Mais on est obligé de prendre peut-être 70% de l'argent juste pour mettre en place le projet avec un animateur local, payer les gens pour qu'ils viennent aux réunions de la plateforme dans un premier temps, et tout ça qui prend du temps et qui prend des moyens pour mettre en place un soutien politique suffisant. Et c'est à cette plateforme qu'on va donner ces petites subventions pour qu'ils voient les effets eux-mêmes, puisqu'ils ont eux-mêmes le choix de donner ce petit argent. Mais c'est vrai que avec un petit argent et des jeunes très motivés, on a un effet levier sur la production locale, sur ces marchés, etc., qui est très grand et assez rapide. Parce que nous, c'était 4 ans le projet, on a déjà vu les résultats. Donc, je reprends tout à fait ce que dit Christin. Excellent, merci. Fatima, très rapidement, après c'est Carlo.
Parfait. Bonjour, Euh, Dominique et Sophie, merci vraiment pour la présentation. Moi, ma question, c'est comment l'entrepreneuriat des jeunes peut-il favoriser l'adoption des pratiques agroécologiques dans les villes africaines, tout en rassurant la rentabilité économique? On n'a pas la réponse exacte encore, Fatima, parce que c'est vrai que sur la rentabilité économique, on manque encore cruellement de données. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé au début du projet il y a 5 ans, mais qu'avec le temps, on a vraiment senti qu'il y avait un besoin aussi, que l'entrepreneuriat. Et c'était aussi suite à quand j'étais venue au Québec, que j'avais discuté avec les professeurs là qui s'occupent vraiment, qui donnent des cours de base pour l'entrepreneuriat, que j'ai trouvé vraiment très, très bon, excellent. Et là, on a vraiment compris que la dimension économique et l'organisation de la production, c'est qu'une partie, la technique. Et Ok. que, en fait, si on veut vraiment que ça démarre dans le temps et que ça s'établisse et que le jeune puisse vraiment contempler son succès pour longtemps, et il faut qu'il trouve un équilibre économique. Et là, il faut vraiment lui donner des outils pour surveiller un petit peu qu'est-ce qu'il dépense et qu'est-ce qu'il peut rapporter, qu'est-ce que ça peut rapporter. Il y a des gens, ils savent compter déjà de base dans leur tête, ils n'ont peut-être pas besoin d'outils, mais il y en a d'autres, la plupart, ils ont quand même besoin d'une approche et d'avoir une plus grande familiarité avec les chiffres. Et souvent, on voit que les gens, ils s'enthousiasment beaucoup pour la solution technique et ils oublient le côté économique. Et après, c'est dommage parce que ça ne tient pas dans le temps. Il y avait quelques voilà. Donc là, j'ai été vraiment très inspirée de ma visite là au Québec. Et là, on a lancé le projet. Donc maintenant, on a une petite app. On a trouvé une jeune entrepreneuse suisse qui a lancé une petite app où elle fait comment dire, les dépenses, les recettes, et on peut surveiller ça avec l'appui voilà, de quelqu'un d'externe qui peut vraiment faire réfléchir aussi où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on investit. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Excellent, merci. Carlo, rapidement. Bonjour et merci pour la présentation. Je crois que c'est vraiment instructif par rapport avec cette approche transformative. Mais j'aimerais vous demander par rapport avec votre expérience et l'approche de travailler avec la municipalité. Donc, je vois que donc, vous travaillez, vous réalisez des planifications avec la municipalité. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être quelques expériences, des leçons apprises qui vous marquent par rapport à cela? Parce que je sais que le travail avec cette partie prenante, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Merci. Merci, Carlo. Bon, moi, je n'étais pas du tout active dans ces plateformes, donc c'est rapporter, enfin voilà, on a été beaucoup plus actifs, par exemple au Rwanda pour installer les essais sur le compost et l'utilisation du compost, l'installation des petits élevages de poulets, que de s'occuper des plateformes. Ce que je vois, c'est que ce qui a beaucoup posé problème, c'est l'instabilité politique. C'est-à-dire que si le maire et son équipe proche, ses conseillers, sont convaincus, mais qu'ils ne passent pas les élections, ou bien ils sont obligés, contraints de partir, voilà, et après, il faut tout recommencer. Et parce que peut-être eux ont donné une direction, là, on a peur que le suivant va prendre le contre-pied et ne fait pas la même chose, au contraire. Donc ça, c'est pas facile. Disons, en tout cas, ce qu'on a vécu au Bangladesh, là, ça a duré plusieurs mois et on avait vraiment après une appréhension que les nouveaux arrivants, qui étaient d'un tout autre bord politique, allaient dire non, on ne va pas s'occuper de ça parce que ça ne sert à rien, etc. Mais en fait, non, ils étaient quand même aussi très motivés, donc tant mieux. Mais voilà, ça c'est sûr que dans la durée, c'est quelque chose. Ouais. Excellent. Et cette instabilité politique. Mais après, une fois que les gens sont convaincus et qu'ils ont vu des résultats, en général, en tout cas maintenant, on n'a plus de problème et ils viennent tous aux réunions. Et Sophie a fait la première séance de partage de connaissances en ligne. C'est même pas facile de faire en ligne, mais il y avait quand même beaucoup de gens des villes qui n'étaient pas les permanents du projet, mais qui étaient vraiment les membres des plateformes. Excellent, c'est bon. Geneviève, Terre sans frontières. Oui, merci.
Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Vous avez parlé du fait que vous souhaitez poursuivre ou en tout cas vous diriger vers le Sénégal ou en tout cas l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a une particularité régionale qui fait en sorte que vous voulez aller dans cette région de l'Afrique? Euh, qu'est-ce qui vous amène à poursuivre le projet dans cet endroit? Pourquoi le Sénégal? Bon, nous, on était tout à fait OK de poursuivre aussi au Bangladesh, mais la Suisse a fait un grand plan d'économie comme beaucoup de pays là en ce moment. Et donc, comme il y avait d'autres priorités aussi pour la Suisse, eh bien, ils nous ont dit que la coopération suisse allait beaucoup réduire, voire stopper son aide au Bangladesh et recentrer sur l'Afrique, et du coup, ou plus sur l'Afrique. Je ne pense pas qu'ils vont complètement partir du Bangladesh, mais en tout cas, ce programme-là n'aura plus de fonds. Ils ont quand même donné 2 ans de continuer pendant 2 ans au Bangladesh, mais ils doivent trouver un autre bailleur pour continuer. Et par contre, ils voulaient qu'on aille plus au Sénégal pour étendre l'effet de ce programme africain à tout le continent, parce que là, pour l'instant, comme vous avez vu, on était plutôt à l'Afrique de l'Est et on avait beaucoup de choses en anglais. Et du coup, voilà, ils aimaient bien qu'on ait toute la documentation, toute l'approche en français, qu'on puisse discuter aussi au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que le Sénégal est très bien connu, en tout cas, pour être un peu à la pointe au niveau de l'agroécologie. C'est pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui est à la pointe, mais en tout cas, le Sénégal était une porte d'entrée qui organise aussi chaque année ou chaque 2 ans les rencontres de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, etc. Merci. Parfait. Hélène et Mary, allez-y. Le micro est fermé. Sinon, on va aller avec Palanga qui a levé la main du Togo, c'est ça? Palanga? Ok, merci beaucoup, docteur Eli. Et je remercie les présentatrices pour la brillance et la qualité du contenu. Je peux tout simplement dire que chacun voudrait vraiment que ce qui se passe ailleurs se passe chez lui parce que le problème de la sécurité alimentaire est donc mondialement reconnu et c'est universel. Donc, j'ai dit que c'est comme un tronc de baobab que beaucoup de personnes doivent vraiment serrer les coudes pour pouvoir l'étreindre. Donc, quelles sont les conditions, les modalités pour que ces merveilles que je viens d'écouter là puissent aussi arriver au Togo. Donc, que ce soit au niveau des communes, je suis un conseiller sortant, je prends. Si c'est au ministère de l'Agriculture, moi je suis un agent du ministère de l'Agriculture, je prends. Si c'est du point de vue individuel, je suis très fan de l'agroécologie, seulement que je n'ai pas les compétences, je prends. Si c'est au niveau ménage, je suis aussi un père de famille, donc je prends. C'est pour vous dire que je vous félicite vraiment pour ce que vous avez présenté. Et donc, nous restons en contact pour voir le canal par lequel on peut suivre pour pouvoir agrandir la famille. Merci beaucoup. Merci, Palanga. Merci. Euh, Hélène, oui, Hélène, on essaie à nouveau. Juste activer le micro. Allô, oui, Oui, bonjour. oui, allez-y. Voilà, oui, je suis Hélène Emery Ditindia et je suis franco-malienne à Bamako, au Mali. Ok. Merci beaucoup pour ces témoignages, c'est fort intéressant. Moi, je suis présidente d'une association qui crée des marchés agroécologiques hebdomadaires dans Bamako. Et j'avais une question. C'est le temps et enfin la dépense en temps et en argent pour superviser les producteurs. Nous, on a donc, c'est un réseau solidaire avec des producteurs et nous, producteurs, transformateurs et consommateurs. Et nous, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de compétences pour suivre, accompagner, superviser nos producteurs et les surveiller aussi, vérifier qu'ils font bien de l'agroécologie tout le temps et qu'ils divaguent pas sur autre chose ou nous vendent les produits du voisin. Et ça, je voulais savoir comment vous le faisiez.
J'ai peut-être mal expliqué, mais donc nous, notre approche pendant 3 premières années, on a vraiment énormément recruté. Je crois que Sophie a parlé des roadshows là. On a recruté des agripreneurs, on va dire agri-entrepreneurs, surtout des gens qui étaient un petit peu déjà à la pointe dans les cercles périurbains. Et on a installé chez eux des expérimentations et des formations. Et en fait, comme c'est devenu les points d'agrégation, je pense que la logique qui s'est installée, mais qu'on n'avait pas tellement anticipé, c'était de dire que, en fait, on a misé sur un petit nombre d'agriculteurs relais qu'on a beaucoup formés et qu'on a beaucoup suivis, comme vous faites. Mais la démultiplication, c'était qu'en fait, on a donné beaucoup d'autonomie à ces gens après, avec le temps, au bout de 2-3 ans, que eux-mêmes, ils font le contrôle qualité sur place voilà, en conseillant au niveau technique et en fournissant les semences, par exemple. On avait ces docteurs des plantes aussi qui ont pas mal aidé, qui ont fait relais, disons, sur le conseil agronomique. Et après, en faisant des points d'agrégation chez ces agriculteurs relais, c'est moins de travail parce qu'en fait, on ne va pas surveiller ce que les gens font dans les champs forcément, avec un seul contrôle, on va dire, mais c'est plutôt, on a le contrôle visuel du produit quand il arrive et on va lui dire non si ça ne remplit pas les exigences. Et après, le contrôle de qu'est-ce qui se passe, c'est plutôt ce contrôle un peu social et ce maillage avec ces agriculteurs relais qui fait ce contrôle social. Mais il faudrait qu'on arrive, et on en avait discuté aussi pas mal de fois, de faire ces contrôles participatifs de garantie. Mais on voit que c'est trop cher. En fait, le problème, c'est il faut rester avec des prix abordables sur les marchés. Et donc, on ne peut pas non plus facilement, disons, passer le cap d'une agroécologie certifiée. On est plutôt sur une agroécologie empirique et de confiance et avec quand même ce contrôle social de proximité par ces agriculteurs relais. Mais je n'ai pas de bonne réponse, malheureusement. Je suis d'accord que c'est compliqué. Ok, merci. Oui, ça reste compliqué, mais c'est des bonnes idées. Excellent. Merci, Hélène, Dominique. J'espère qu'on pourra organiser une fois aussi d'inviter Stratton, là, qui est au Rwanda, qui parle français, qui peut expliquer ces agriculteurs relais et comment ils les forment. Et ça, Comment c'est aussi... de façon pratique. Ouais. Ouais, Là, exactement. je veux prendre une question de Hervé dans le chat. Hervé veut savoir, je voudrais savoir si dans le cas des 3 pays du projet NICE, votre modèle intéresse aussi les ministères chargés de la nutrition ainsi que le ministère chargé des collectivités, afin d'avoir un effet levier au niveau national sur ce modèle. Est-ce Ça, que... oui. c'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Hein. C'est cette deuxième phase du projet, elle est plutôt aussi là pour ça, parce que ça continue à tourner, donc on va rester avec ce fonctionnement dans les villes. Mais maintenant, il faut qu'on passe un petit peu à l'échelle du niveau national. Hervé, tu as raison, hein. C'est Oui, très oui, important. donc ma question, c'est justement, parce que c'est de l'expérimentation profonde, ce que vous faites dans NICE, et ça a déjà des résultats, mais il faut vraiment, j'imagine, que les ministères, que les gouvernements, ils observent en quelque sorte cette expérimentation pour qu'ils reprennent à leur compte, parce que certaines villes peut-être peuvent mettre en place des programmes qui sont pas forcément très chers. Hein. La plateforme, c'est peut-être abordable. C'est peut-être le modèle peut être mis en œuvre directement par les municipalités. Après, mettre en place des systèmes de financement, de subventions, ça c'est la difficulté. Mais en tout cas, il me semble, c'est très très intéressant comme modèle à multiplier. Hein. Donc, si les ministères en charge sont sensibilisés, ça peut avoir un effet extraordinaire. Parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que votre projet, il s'intéresse aux villes secondaires parce que c'est des villes en pleine transformation actuellement. Et donc, il faut un peu de temps pour tester ces choses-là avant qu'elles deviennent trop grosses d'une certaine façon.
Et ça justifie vraiment cet investissement universitaire, avec les universités locales en particulier. Voilà, c'était juste ce point. C'est ça. Mm. Après, les villes secondaires aussi, parce que c'est des villes où l'effet est plus grand, parce que tout le monde se connaît. Et donc, si on a Oui. commencé le projet NICE, au bout d'un an, tout le monde avait entendu parler du projet NICE. Et donc, il y a un effet collectif qui se produire beaucoup plus à l'échelle temporelle de nos projets, qui sont 4 ans, que les capitales. Parce qu'on a vu beaucoup de petites initiatives dans les grandes villes. Les ministres sont au courant, mais l'impact est très faible, en fait, parce que d'un Mm. quartier à l'autre, ils ne connaissent pas et l'information ne circule pas du tout de la même manière dans une grande ville, une mégapole, que dans les petites villes où là, vraiment, c'est traîné de poudre, quoi. L'information Oui. et Ça se propage rapidement. ouais, ça se Mm. propage. L'effet de propagation, il est très fort. Alors Mm. que on avait l'impression que certaines villes plus grandes ont entrepris des initiatives il y a plus longtemps, mais l'effet du collectif n'est pas aussi affirmé que pour le projet NICE. Excellent. Échelle intéressante de toute façon, avec relativement peu d'investissement, on peut avoir un effet peut-être plus visible et plus porté par les autorités de la ville. Mais Mm. c'est difficile pour ces villes secondaires de se faire entendre dans la capitale. Ça, c'est très difficile. Là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais au Kenya, on est bien arrivé parce qu'ils avaient une personne de liaison qui connaissait très bien à la fois le terrain et qui était dans la structure porteuse du projet NICE au Kenya. Et il y a eu le programme national, la stratégie nationale du Kenya pour l'agroécologie. Et là, ils ont organisé un événement et NICE a été vraiment très bien représenté, visible dans cet événement. Mm. Donc là, on a réussi à faire l'effet de propagation au niveau... Mais c'était que l'année dernière, c'était tout à la fin, quoi. C'était vraiment à la fin des 4 ans. C'était pas... Et c'était que dans un pays. C'était pas dans les 3 Mm. pays. Mm. Et Excellent. c'était vraiment à cause de ce relais de cette stratégie nationale d'agroécologie au Kenya. Mm. Parfait. Youssou, peut-être 1 minute très rapidement. Question. Le micro est fermé. Non, il y a une question dans le chat là. J'avais vu ça passer. Attends. Je suis là. C'est OK, très rapidement. D'accord, d'accord. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est Youssou Aïdara, je vous parle depuis le nord du Sénégal. Vraiment, le sujet m'a bien intéressé car je suis un formateur en agroécologie et je travaille dans une ONG française qui prône aussi pour l'agroécologie. J'ai une simple question à poser. Lors de la présentation, je vous ai entendu dire que vous avez encadré des jeunes et financé pour qu'ils s'exercent leur activité au niveau de l'agroécologie. Je voulais savoir comment ces produits sont appréciés sur le marché bien par les consommateurs, les produits issus de l'agroécologie. Je vous remercie. Merci, Youssou. Acceptable. Dominique, tu as compris la question? Oui. Je te Je laisse crois aller. que c'est justement pourquoi aussi on s'est intéressé au point économique, c'est que pour l'instant, c'est une limite forte du projet de pas faire un contrôle, de pas faire un label, etc. Mais c'est non plus pas forcément le but qu'on poursuit parce que, comme j'ai dit, ça coûte cher. C'est des efforts importants et ça a des coûts d'installer une labellisation. Et comme nous, on aimerait avoir des produits frais, locaux, agroécologiques à disposition pour les populations même pas, qui n'ont pas trop d'argent, ben on se pose vraiment des questions. C'est pas forcément la bonne manière de faire. Donc on a dit, bah, je trouvais que en tout cas dans les pays, c'est eux qui ont le plus réfléchi à ça et comment ils allaient faire. Finalement, ce qu'a fait le Bangladesh nous a tous beaucoup éclairés que de former les vendeuses et de faire des fourgons avec le logo et de vraiment garantir que c'était des produits avec hygiène alimentaire 100%. C'est pas un contrôle comme d'habitude, mais ça joue son rôle. Ça joue son rôle que le consommateur, il va repérer
Et il va aller là avec confiance. Et voilà, ils ont joué là-dessus. Et je trouvais que c'était une innovation qui était très intéressante. En tout cas, pour l'instant, dans le projet, c'est comme ça qu'on a résolu la question. De donner, de faire ce qu'on dit empowerment en anglais, mais vraiment de donner la chance à des jeunes, des femmes, de faire ce rôle d'intermédiation entre celui qui produit, c'est peut-être même pas le même qui a le fourgon et qui va produire. C'est dans ces lieux d'agrégation, on prend les produits et on les amène au marché. Mais là, ce petit maillon, il s'est organisé et c'est lui qui porte un petit peu toute la qualité agroécologique du consommateur, du producteur au consommateur. Mais c'est pas pas une question facile. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Sophie. Alors, je pense que ça, il nous reste 5 minutes pour le temps qu'on avait réservé aujourd'hui. Je vais donner la parole à Amira. Amira, tu es là. Et puis, Oui, bonjour. Fatimata aussi. Qu'est-ce qu'on retient finalement de tout ça aujourd'hui? Je vous laisse Oui, décider bonjour. qui prend la parole en premier. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup Dominique et Sophie pour la présentation, c'est vraiment inspirant. Merci Elie aussi pour nous donner l'occasion d'échanger. Ce que je retiens vraiment aujourd'hui, c'est la façon dont le projet Nice réel, relie concrètement la sécurité alimentaire et l'agroécologie et aussi l'autonomisation des femmes et des jeunes. J'ai trouvé particulièrement intéressant l'exemple de Bangladesh parce que les petites subventions ont permis d'améliorer les, pas seulement les infrastructures, mais aussi la rénovation et à renforcer les capacités humaines à travers la formation et la gestion financière. Et ce qui m'a plus marqué, c'est cette approche intégrée et considérée comme la vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais aussi comme un point de départ de construire la résilience. J'ai aussi beaucoup aimé la place donnée des plateformes et la coopération entre la santé, l'éducation et la production alimentaire. Aussi les rôles des femmes entrepreneurs dans les systèmes alimentaires durables. Donc, personnellement, cela me pousse à réfléchir à comment, dans mon propre projet d'intervention, on peut appliquer ces mêmes principes-là, relier la nutrition et la durabilité et aussi l'autonomie économique. Merci encore pour la présentation, c'est vraiment enrichissant aujourd'hui. Merci, Amira. Fatimata, Sakina. Oui, Euh, vas-y. Bon, cette conférence m'a permis quand même de comprendre la sécurité alimentaire des villes africaines qui dépend à la fois de nos choix alimentaires et des produits et des pratiques agricoles que nous encourageons à tous les jours. Et aussi, j'ai compris que l'agroécologie offre une voie durable pour nourrir les populations urbaines tout en préservant l'environnement. Et aussi, le rôle des jeunes entrepreneurs reste important car ils représentent une force d'innovation capable de relier production locale, alimentation saine et développement économique avec le temps. Aussi, il faudra renforcer aussi la formation, le financement et les entrepreneuriats qui soutiennent ces initiatives. La petite remarque que j'ai eu à faire. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, Fatimata. Merci à vous deux. Je voudrais prendre le temps aussi de remercier tout le monde. Merci pour votre belle participation. Donc, c'est sûr que Dominique, Sophie, vous avez compris que il y a d'autres questions que je n'ai pas posées parce que je voulais aussi m'assurer de respecter le temps. Et certainement, d'autres ont des questions aussi. Mais c'est très intéressant, c'est très inspirant. Et puis, donc on va dire, pour la phase 2 qui commence et vous intégrez le Sénégal, j'imagine que tranquillement, il y a d'autres pays qui vous allez ajouter parce que votre perspective est sur le continent. Je pense que c'est un pas à la fois. Il y a beaucoup d'apprentissage. C'est sûr que on n'a pas nécessairement mis l'accent sur les obstacles, mais il y a quand même beaucoup de travail
à faire, tu sais, comme tu le mentionnais, faire mobiliser. Lorsqu'on est dans une dynamique où on veut mobiliser des acteurs, ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on est persévérant, mais ça donne des résultats très intéressants, encourageants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il faudra, bien sûr, être dans une poursuite. Ben, il faut être patient pour dire que ben, on construit quelque chose. Des fois, ça prend du temps, mais une fois qu'on dit qu'on est sur la bonne voie, surtout la durabilité, on doit garder ça dans tout ce qu'on fait. Alors, je vous remercie et puis ben, au plaisir de poursuivre la réflexion, mais aussi l'engagement. C'est sûr que c'est ensemble qu'on va faire, c'est ça, faire reculer l'insécurité alimentaire. C'est pas juste un slogan, hein, moi je crois fortement à ça. Puis c'est ça, il n'y a pas de frontières là par rapport à cet enjeu. Alors, sur ce, merci beaucoup et je vois que Sophie a mis son courriel. Certainement, ben, les échanges vont se poursuivre. Donc, moi, ce que je vais faire par la suite, je vais rendre disponible l'enregistrement et aussi la présentation. Donc, possiblement, ben, les gens vont peut-être vous interpeller, vous poser des questions. Ben, ça est à l'aise. Alors, merci beaucoup. Et puis, il est l'heure. Donc, restez à l'afflux. Je vais vous partager certainement notre 15e midi-conférence bientôt. Et on a notre rendez-vous annuel de sécurité alimentaire, donc le colloque CERES en début décembre. Donc, vous allez avoir les informations aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est celle qui actuellement il se fait tard en Suisse. Vous êtes rendu à 19h30 en Europe et puis 4 heures de décalage aussi en Afrique. Merci pour votre patience et au plaisir. Merci, au revoir.